Dans l'actualité de ce lundi, échange de tirs entre gendarmes et agresseurs à la station EDK de Saint-Louis. C'est à la suite d'une attaque à main armée la nuit dernière. L'un des assaillants a été abattu par les gendarmes. Dans ce journal, nous révélerons les derniers développements de cette affaire qui sème la peur et l'inquiétude dans cette zone. Violent affrontement entre forces de l'ordre et étudiants de l'UGB. Plusieurs blessés sont enregistrés. Colère noire des étudiants qui décrètent 24 heures de grève selon eux si l'État ne règle pas le problème du retard dans 2 jours, du retard des bourses dans 2 jours, les choses vont s'envenimer. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce record attendu de la production de carottes, 20 000 tonnes espérées cette année, là où habituellement on attend 12 000. Les producteurs préconisent le gel des importations de carottes pour écouler la production locale. Et puis à J-9 de Noël, nous nous intéresserons au business du porc. En ce moment, il faut débourser entre 25 000 et 50 000 francs CFA pour s'offrir une bête. Reportage à suivre à Sédhiou. Vous allez le voir, l'opération Noël. Jusqu'ici, tout va bien pour les éleveurs. Encore la stupeur à la station EDK de Saint-Louis. Un homme a perdu la vie dans l'attaque à main armée de cette station-service la nuit dernière. La victime faisait partie des 9 agresseurs. Le reste de la bande a pris la poudre d'escampette. Voyons tout cela avec Ousseinou Diop. Derrière moi, la station EDK OL où s'est produite une attaque à main armée dans la nuit du dimanche au lundi vers 3 h du matin. Des échanges de tirs qui ont occasionné la mort du jeune Isma Sarr, âgé de 22 ans, domicilié à Pâle. Son corps est déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Au moment où je vous parle, les autres assaillants sont vivement recherchés par la section de recherche de la gendarmerie. Le vigile de la station a également été blessé lors de l'attaque. Pour le moment, ces personnes, les assaillants, sont vivement recherchés par la section de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis. Une manière pour tout simplement mettre fin aux multiples attaques notées depuis quelque temps dans la vieille ville. Merci Ousseinou. Et restons à Saint-Louis. Justement, plusieurs blessés lors d'affrontements entre étudiants de l'UGB et forces de l'ordre ce matin. Les pensionnaires de Sannar ont barré la route nationale 2 durant 4 heures. Ils ont décrété 24 heures de grève. Les étudiants donnent un délai de 2 jours aux autorités pour régler le problème du retard des bourses. Voyons tout cela avec le président de la séance de coordination des étudiants de Saint-Louis, Abou Bakri Sall. Cette bourse constitue pour nous, comme je l'ai dit tantôt, cette matière vitale, cette condition sine qua non pour que nous puissions exister au sein de ce campus. Nous leur donnons un délai de 48 heures, je dis bien 48 heures, pour que soient livrés d'abord ces 2000 lits, parce que nos nouveaux bacheliers sont fatigués. Ils ne savent point où aller. Nous, leurs anciens, nous ne savons point où les mettre. Aujourd'hui, il est plus que temps que ces 2000 lits nous soient livrés. Mais également, nous leur donnons un délai de 48 heures pour que cette question de bourse, pour que ces bourses soient réglées, pour que la direction des bourses nous fasse ces états additifs et prenne en compte l'ensemble de ces étudiants qui ont été injustement omis. Je tiens à vous informer que sur les 10 500 étudiants présents sur les états de paiement du mois de juillet aujourd'hui, seuls 1854 étudiants figurent dans les états. Chose qui est inacceptable. Sur nos 9 UFR, seuls 2 ont été payés. Et sous quel motif nous disent-ils? Ils disent sous la seule motif que l'année dernière, eux-mêmes nous avaient imposé cette année invalide. Retour à Dakar, la délégation générale au pèlerinage épinglée par une mission d'enquête du ministère des Affaires étrangères. Une synthèse du rapport définitif sur le pèlerinage 2016 révèle des manquements dans la gestion de la comptabilité, des irrégularités liées à des paiements indus, des surfacturations dans l'achat de matériel informatique ou encore des écarts de paiement de guides au pèlerinage. Récit Aminata Maresso. L'affaire risque de secouer la direction générale au pèlerinage. Une inspection du ministère des Affaires étrangères menée au cours de l'année 2016 relève des manquements à la direction générale au pèlerinage. Des manquements liés entre autres à des surfacturations, à des paiements indus de missionnaires, mais également à des manquements dans la vérification des prix
d'achat. Ainsi, dans la première constatation, les vérificateurs pointent du doigt un paiement à 3 missionnaires ayant bénéficié de contrats relatifs à la coordination et à l'encadrement des équipes à l'étape de Dakar, 500 000 pour chaque prestataire. La somme rémunérée. Les équipes du ministère des Affaires étrangères constatent qu'il y a eu des écarts entre le nombre d'actes médicaux fournis par les médecins agréés et le nombre de pèlerins réellement convoyés au cours de l'année 2016, environ 10 525 pèlerins, mais les vérifications notent qu'il y a eu un paiement de frais de visite d'aptitude médicale pour 281 personnes de trop. Des surfacturations relevées également dans l'achat de consommables informatiques, de matériel et des produits d'entretien. Les enquêteurs du ministère des Affaires étrangères indiquent que 1159 cartouches d'encre ont été achetées pour 30 imprimantes, alors que, disent-ils, au mois d'avril 2016, il n'y avait que 17 imprimantes recensées au niveau de la Direction générale au pèlerinage, ce qui laisse toujours croire, d'après la mission du ministère des Affaires étrangères, qu'il y a eu des achats fictifs. Les vérificateurs mentionnent d'autres irrégularités avec l'achat de 11 700 litres de gasoil pour seulement 2 véhicules. Ils indiquent qu'au regard de la durée de l'étape de Dakar et du parc automobile de la Direction générale au pèlerinage officiellement constitué de 2 véhicules, une valeur de 7 millions de CFA a été décaissée pour l'achat de 11 700 litres de gasoil. La synthèse du rapport définitif de vérification des agents du ministère des Affaires étrangères décèle également des surfacturations sur des produits pharmaceutiques. Il donne un exemple l'appareil de détection de la glycémie avec 50 bandelettes qui est vendu à 15 975 dans les pharmacies de Dakar, alors que la Direction générale au pèlerinage dit l'avoir acquis à 34 500 dans une pharmacie de la place. Entre surfacturation, paiement indu, violation du code des marchés publics ou même recrutement des guides au pèlerinage, entre surfacturation, recrutement de guides, violation du code des marchés publics ou paiement indu, le rapport définitif de vérification du fonds d'avance du pèlerinage à la Mecque 2016 dénote de nombreuses irrégularités. Voilà, information parue dans le quotidien L'Observateur du jour et signaler que toutes nos tentatives de faire réagir la délégation sur cette information ont été vaines. Hausse du prix de l'électricité. Les factures déjà salées reçues par certains ménages ont fait naître à Kaolack un mouvement citoyen dénommé Suñu Courant Ken du Koyok. Après Nyolank Nyobagne ici à Dakar, les membres du mouvement ont fait face à la presse pour présenter et dénoncer les factures qui sont passées du simple au double. Selon eux, il n'est pas question, avertissent-ils, de laisser le gouvernement imposer aux consommateurs de payer les dettes de la Sénélec. Qu'ils appellent les populations à se mobiliser à travers des marches pacifiques pour faire reculer le gouvernement. Mamadou Moustapha Gueye est leur porte-parole avec notre équipe à Kaolack. On a vu que le pays va de mal en pis, avec surtout cette hausse de l'électricité. Les ménages souffrent très difficilement et durement. Je ne dirais pas de conjoncture. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au peuple kaolackois, d'ailleurs en particulier, et au peuple sénégalais, qui a déjà mis les premiers jalons, n'est-ce pas, à Dakar et dans les différentes régions du Sénégal, pour que nous, ici à Kaolack aussi, on vole à notre secours pour une mobilisation afin que vraiment ce gouvernement, n'est-ce pas, recule. Parce que il y a un grand politicien sénégalais qui disait qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras. Et avec ce régime-là, il faut qu'on réagisse afin qu'ils sachent que les populations sénégalaises, généralement, et kaolackoises, particulièrement, sont très fatigués. C'est un combat qui vient de commencer. Nous allons commencer par des marches pacifiques. Nous allons interpeller qui que ce soit, en l'occurrence le préfet du département du moins de Kaolack. Maintenant, notre deuxième plan d'action, après concertation, nous verrons ce qu'il faudra faire. Mais il peut y avoir un refus catégorique de toute la population, je dirais, du Sénégal, de ne pas payer les factures de courant comme le faisait la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, contre l'administrateur colonial. Et c'est décidément la colère que partagent les Sénégalais en ce moment. Les commerçants, tailleurs et artisans du marché central de Thiès, eux aussi disent non, Nyolank, à la hausse du prix de l'électricité. Ils étaient en assemblée générale là-bas à Thiès, suivant leur porte-parole Ibrahim Mafal avec notre équipe. Au Sénégal, le métier
du tailleur est un métier noble et artisanal, car l'artisan est un représentant de la société qui fait partie de ceux qui développent son pays. Si l'artisanat fut son métier de l'art, un métier aimé de nature et pratiqué depuis des siècles par la population sénégalaise qui donne référence à d'autres pays du monde comme la Chine, les États-Unis. Ainsi, beaucoup de jeunes tailleurs quittent ce métier et abandonnent un art qu'ils aiment vraiment à cause de manque de soutien de l'État, manque de moyens financiers, manque de moyens matériels. Ces jeunes abandonnent leur métier et prennent les pirogues pour aller chercher de quoi avoir pour soutenir leur famille. Et certains parmi eux meurent dans l'océan, d'autres se font refouler par les pays occidentaux. Vu tous ces problèmes de l'État sénégalais ose augmenter l'électricité. Ce qui va nous tuer est que nos petites et moyennes entreprises meurent, nous mourrons car cette hausse ne nous engage pas. Nous ne sommes pas d'accord sur la hausse de l'électricité qui va nous nuire toutes nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises. Si l'État sénégalais augmente l'électricité, nous allons encore beaucoup souffrir, plus la souffrance que nous sommes en train de faire. Venons-en à la campagne de commercialisation de la carotte qui s'ouvre ce lundi. Une production record est attendue cette année avec 20 000 tonnes alors que la consommation du Sénégal est de 12 000 tonnes. Les producteurs ont profité de la visite de l'Agence de régulation des marchés pour demander le gel des importations de carottes et la construction d'infrastructures de conservation. Charante Diop. La campagne de la carotte s'ouvre dans les périmètres maraîchers de Fass-Boye. La tubérisation est assez acceptable. Les nouvelles variétés augmentent la production cette année. Derrière moi, vous voyez la carotte. On est en train de dérouler la campagne normalement. Une production record de carottes est attendue cette année, contrairement aux années précédentes. La production est vraiment élevée de 10%. On espère quand même qu'on va pouvoir aller à 20 000 parce que la consommation sénégalaise, je crois, autour de 12 000, 9 500, 12 000 tonnes. Le seul hic, c'est le problème de la conservation. Pour la carotte, c'est un produit qui est très périssable par rapport aux autres spéculations. Si nous prenons la pomme de terre, on peut garder la pomme de terre pendant un mois, on peut garder l'oignon pendant 2-3 mois, mais la carotte, on ne peut pas le garder pendant plus d'une semaine. L'Agence de régulation des marchés, venue pour apprécier l'évolution de la production, promet aux producteurs de geler toute importation de carottes. Il faut noter que le zèle des importations a été levé depuis le 1er août. Et sur le calendrier culturel, on avait les récoltes de carottes arrivées au mois de janvier. Mais nous avons constaté que cette année-ci, les producteurs ont utilisé des semences hâtives et ça nous donne l'occasion quand même de revoir le calendrier et de convoquer la réunion avec les commerçants pour pouvoir statuer sur la date de gel des importations afin de permettre quand même que les producteurs locaux puissent véritablement commercialiser dans de bonnes conditions. Une réunion est convoquée par l'ARM de concert avec les producteurs et la date du gel des importations va être fixée aujourd'hui. Et cher Ranta, si vous n'avez pas encore une idée pour votre repas de Noël, vu que nous avons en surplus de carottes, pourquoi pas un ragoût de porc aux carottes ou encore un sauté de porc aux carottes, c'est selon. Dans tous les cas, les vendeurs de porc se frottent les mains en ce moment. Allons faire connaissance avec la dame Albertine Gomis à Sédhiou. Elle a vendu beaucoup de têtes actuellement pour des prix qui varient entre 25 000 et 50 000 francs CFA. Albertine cherche maintenant à transporter ses plus belles bêtes à Ziguinchor, ou encore en Guinée-Bissau où le business serait plus lucratif. Reportage à Sédhiou, Bakary Conté. La maman Albertine Gomis s'active dans l'élevage des porcs depuis plus d'une vingtaine d'années. À quelques jours de Noël, elle a déjà écoulé beaucoup de porcs. Les prix varient entre 25 000 et 50 000 francs CFA. 30 000. J'ai vendu certains à 30 000, 25 000. Pour les porcs de 50 000, je les donne à crédit au Banabana qui rembourse entre 2 à 3 mensualités. Les plus gros sont vendus en Guinée-Bissau ou à Ziguinchor entre 400 000 et 500 000 francs CFA. 500 000. Il y a des porcs qui coûtent 500 000 francs CFA. Il est difficile de trouver un client ici à Sédhiou, donc il me faut aller jusqu'en Guinée-Bissau ou à Ziguinchor.
Beaucoup de porcs meurent à cause du manque de nourriture. Les porcs mangent beaucoup, surtout les gros. Ils perdent du poids à cause du manque de nourriture. J'ai perdu beaucoup de porcs à cause du manque d'aliments. Albertine Gomis demande l'appui du ministère de l'élevage afin de trouver facilement de l'aliment de porc, une manière de satisfaire la clientèle. Voilà, joyeux Noël et bravo à cette brave dame. Merci beaucoup Bakary. Et puis dernière minute, panique à l'aéroport de Ziguinchor, du feu à l'aile d'un avion de Transair en partance pour Dakar avec une trentaine de passagers. Transair dément l'information. Suivons les témoignages avec notre équipe à Ziguinchor. J'étais ici à Ziguinchor pour une casting que je dois défiler ici le 27. Mais du coup, arrivé à l'aéroport, j'ai pris l'avion de Transair, mais du coup, avant le décollage, presque tout est fini pour décoller, mais l'avion a pris feu. On dit que c'est un retour de feu, ou je ne sais pas. Les clients étaient trop inquiets. On était 28 et on dit que ça, c'est pas normal. Honnêtement, c'est désolant. Quelle partie de l'avion a pris feu? Sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Non, l'aile. On dit que c'est un retour de feu. Mais si on était en haut, ça devient plus grave. Et ça, c'est pas sûr. Ouais. Peut-être je dis aux autorités des Transair ou bien aux autorités de l'aéroport qu'ils mettent en garde sur les vols intérieurs. Si c'était les vols extérieurs, je dis c'est bon. Mais les vols intérieurs, il faut que les gens aient beaucoup de sécurité sur ça. Parce que c'est pas sûr, c'est pas sûr. Quand on était en haut, ça devient plus grave. Ouais. Je vois les feuilles de la propeller. Et après, toute la personne a donné à panique et allait exciter les pleins. Ouais. Ça c'est, je vois. Hein? Et j'attends pour le prochain vol à Dakar. Ouais, on était entré dans l'avion et à quelques secondes du décollage, je ne sais pas combien de secondes, peut-être 1 ou 2 secondes du démarrage de l'avion, on a vu, je n'étais pas le seul, on a vu à travers les hublots, on a vu la flamme, mais vraiment assez forte sur le réacteur qui était juste en face. Alors tout le monde a vu ça, ça a commencé à paniquer et puis les gens se sont entassés dans le couloir. Et bon, après on a essayé, on a vu les pompiers arriver, mais disons presque 5-6 minutes, ce qui me semblait excessif par rapport à la situation qu'on était en train de vivre. Bon, du coup, je peux vous expliquer que ça a été un problème de démarrage de moteur tout simplement. Le moteur a été mal démarré par le pilote. Du coup, immédiatement, il a senti que le démarreur ne marche pas. Il a éteint le moteur. Non, désolé, il n'y a pas de flamme. C'est ce qu'il raconte, qu'il y a des flammes, il n'y a pas de flamme. Il n'y a aucune flamme qui démarre sur le moteur. Bon, pour le moment, on va faire déployer un autre avion de 145, Embraer 145, un appareil de 50 places. Voilà, préciser que l'avion est immobilisé actuellement à l'aéroport de Ziguinchor. Human Rights Watch dénonce des insuffisances des efforts du gouvernement face aux problèmes des enfants talibés. L'ONG a présenté la phase 2 de son rapport sur la mendicité des enfants talibés. Priorité à la justice pour toute violation commise contre les talibés, exhorte le rapport. Plus de détails avec Maïmouna Ndiaye et Amadouba. Trafic d'enfants ou exploitation de la mendicité, le phénomène est toujours inquiétant au Sénégal. Entre 2017 et 2019, sur 4 régions, seules 8 personnes ont été poursuivies et condamnées. Human Rights Watch demande plus. Ces enfants interviewés ont dit le lieu de provenance au niveau des Dara. Ça aussi c'est un aspect qui est assez important pour lui, qu'on vient d'un Dara. Et la troisième chose qui est importante au niveau du rapport aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a eu au moins 29 cas soumis au tribunal et dont 8 cas ont été vraiment des cas réglés parce que des gens ont eu à être condamnés.
L'application effective de la loi est sans distinction parmi les recommandations. On pense qu'aussi ça permet de réglementer l'ouverture de certaines écoles coraniques dans une certaine mesure et aussi d'octroyer des subventions à certaines écoles coraniques comme donner un statut. En fait, ça donne un statut au Dara. Les enfants sont toujours exploités. Il y a une masse critique d'enfants qui sont dans la rue parce qu'on les oblige d'être dans la rue en demandant que ces enfants rapportent chaque jour de l'argent. Il faut mettre fin à ce système. Au-delà de cet outil, les défenseurs des droits de l'enfant plaident pour la mise en place d'un cadre fédérateur fonctionnel. Ce qui est proposé, c'est qu'au niveau du Sénégal, qu'il y ait dans chaque département du Sénégal des structures d'accueil et de prise en charge d'urgence des enfants. Parce que c'est ce qui manque dans beaucoup de régions du Sénégal. En dehors de Dakar, il n'y en a presque pas. Et le plus souvent, ce qu'on voit, c'est des structures privées. Donc nous demandons à l'État de construire des structures de prise en charge de ces enfants et qui puissent les protéger à tous les niveaux au niveau du Sénégal. Un appel est également lancé aux collectivités territoriales afin de généraliser la lutte sur l'ensemble du territoire national. Merci Maïmouna. Comme tous les pays membres de l'UEMOA, le Sénégal dispose d'un système d'information énergétique, un indicateur qui permet d'analyser les évolutions énergétiques, mais le Sénégal devra élargir le programme dans tous les secteurs pour faire face aux défis du changement climatique et de la déforestation. Compte rendu Mohamed Zamb et Jafar Abba. L'objectif, c'est d'aller plus loin, mettre en œuvre un système d'information énergétique dans le secteur de l'agriculture, mais aussi dans tous les secteurs producteurs d'énergie. Une rencontre qui se tient dans un contexte où le débat fait rage au Sénégal sur la production énergétique marquée par la hausse du prix de l'électricité. C'est un cadre qui permet en fait de voir sur une année quels sont les flux de l'ensemble des produits énergétiques dans un pays. Et c'est produit par tous les pays, y compris le Sénégal. Et c'est le SIE justement qui sert de cadre de préparation de ce bilan énergétique, de calcul des indicateurs et de diffusion des données. Il y a beaucoup de pas qui ont été franchis, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on améliore notre système pour couvrir davantage de secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, comme on l'a dit, l'utilisation énergétique du secteur de l'agriculture. Les défis sont autant nombreux qu'un système d'information énergétique adéquat aux besoins des Sénégalais est nécessaire. Dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui nous attend, pour pouvoir couvrir de façon complète les besoins en information du secteur de l'énergie et appuyer ainsi la prise de décision au niveau du secteur. Nous avons besoin de faire accéder à nos populations, disons, un tout petit peu comme ça se fait partout dans le monde, dans les autres continents, à de l'énergie. Évidemment, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte où les questions environnementales sont essentielles, évidemment, il faut mettre l'accent sur la notion de développement durable, donc la promotion des énergies renouvelables. Les 8 pays membres de l'UEMOA disposent d'un système d'information dédié aux statistiques et analyses des évolutions sur l'énergie. Pour le cas du Sénégal, la mise en œuvre du SIE devra tenir en compte des changements climatiques et de la déforestation. Merci Mohamed. Allons maintenant à Ndangan Sambou dans la région de Fatick pour parler de la mangrove qui s'y développe. Pour mieux connaître l'écosystème de la mangrove, des chercheurs et conservateurs de parcs nationaux se sont penchés sur la question. Une session de formation initiée par Wetland International Africa en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. Les participants à ce cours viennent du Sénégal et de la Guinée. Ils sont chercheurs ou encore conservateurs de parcs nationaux. Durant 10 jours, ils ont été formés sur la protection de la mangrove face aux enjeux liés à l'exploitation pétrolière et gazière. Au début, on avait recensé un certain nombre d'attentes qui allaient donc d'une meilleure connaissance de l'écosystème, mais également en tant que professionnel, d'une meilleure gestion de la mangrove et surtout des questions émergentes telles que l'impact des infrastructures dans la mangrove, les questions liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc toutes ces questions ont été abordées.
Ce cours a été dispensé en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Alioune Kane, responsable scientifique du master en gestion intégrée et développement durable, salue l'initiative dans ce contexte où la mangrove est de plus en plus menacée. Mais d'abord, ce cours, c'est une demande pour travailler sur un écosystème aujourd'hui très fortement menacé. Et ensuite, nous avons vu toutes les interactions avec la communauté et avec le monde du développement qui agit pour préserver cet écosystème. Mais de ce que les populations tirent de cet écosystème un peu pour aller vers le développement. Donc ce sont des questions essentielles sur un littoral dont nous pensons que le développement est essentiel, en tout cas pour l'émergence de nos pays. Les connaissances requises au cours de cette formation vont permettre aux participants de mieux prendre en charge les aires marines protégées. Avec ces modules-là de formation qui ont allié non seulement la théorie et la pratique, nous ont permis d'avoir des informations supplémentaires sur les valeurs écosystémiques de l'écosystème de mangrove, pouvoir valoriser ça dans nos interventions au niveau des aires protégées, parcs et réserves. Wetlands International Afrique organise cette formation pour la deuxième fois et l'ONG compte renforcer la sensibilisation pour une meilleure préservation de l'écosystème mangrove. Merci Aminata. L'actualité internationale à présent. Pas très loin de chez nous, allons en Gambie retrouver Wouri Diallo. Bonsoir Wouri. Bonsoir Cheikh Diop. Marche pacifique du mouvement Troyeuse Jotna en Gambie, une manifestation pour exiger le respect des engagements pris par le président Barrow, notamment l'organisation d'une présidentielle conformément à ses promesses il y a 3 ans justement. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bon, d'une manière générale, on peut dire que la marche est bien passée ce matin parce que les manifestants ont marché dans la paix. Les policiers étaient là, les militaires de la CEDEAO, mais surtout les policiers étaient totalement désarmés. Alors il y avait une sorte de barrage quelque part, c'est à l'entrée de la capitale Banjul. Pour qui connaît la capitale Banjul, juste avant le pont, c'était là que la marche devait s'arrêter. Et les militants n'ont pas essayé d'aller au-delà. Et finalement, c'est vers 13h37 que un officiel venu de la présidence de la République est venu carrément pour prendre un mémorandum qu'ils ont rédigé et qu'ils ont destiné au président Adama Barrow. Donc, globalement, la marche est bien passée. Même les manifestants se sont félicités de la manière par laquelle tout a été organisé. Vraiment, c'était une réussite pour eux. C'est le job. Du côté du pouvoir, Wouri, pas de réaction du côté du pouvoir? Non, pour le moment, le président, bon, il est calme. Hein. En tout cas, on lui a donné, selon le mémorandum, 4 jours pour qu'il réponde. S'il ne répond pas, voilà, les organisateurs de la manifestation promettent de passer à la vitesse supérieure. Merci Wouri Diallo, vous suivez tout cela pour nous du côté de Banjul. Après le lourd bilan de l'attaque d'Inat au Niger, 71 soldats, on le rappelle, le G5 Sahel souhaite renforcer la coopération. Les États appellent au soutien international contre les djihadistes. Ils ont évoqué l'urgence de travailler en synergie pour mettre fin aux attaques djihadistes au Sahel. Maguette Soale Diallo. Les chefs d'État burkinabés, mauritaniens, maliens, tchadiens et nigériens ont fermement condamné toutes les attaques intervenues dans l'espace du Sahel. Ils ont réaffirmé leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Dans le communiqué final, les pays membres du G5 Sahel ont lancé un appel à la communauté internationale de continuer à les appuyer afin de stopper la menace terroriste. Pour Africa Jom Center, le défi sécuritaire ne s'adresse pas uniquement aux seuls pays du G5 Sahel, mais constitue une grande menace pour la sécurité régionale et internationale qui doit être traitée de façon plus appropriée. Pour Africa Jom Center, le bilan 2019 de la crise sécuritaire sur les frontières a atteint des chiffres très préoccupants. Le Mali, épicentre de la crise sécuritaire au Sahel, présente un bilan lourd avec 472 victimes en 17 attaques terroristes dans 17 localités entre janvier et novembre 2019. Au Burkina Faso, 594 morts ont été enregistrés en 2019. En ce qui concerne la situation humanitaire, selon le HCR, 267 000 personnes ont fui les attaques djihadistes dans le nord et l'est du Burkina. Dans le secteur de l'éducation, plus de 2000 écoles ont été fermées depuis le début des violences djihadistes, selon l'UNICEF. Pour finir, Alioune Tine et ses camarades mettent en garde contre les effets négatifs de l'échec continu des politiques de sécurité inadaptées sur le mental des populations, gagnées par les frustrations
et la colère. Merci Maguette. L'actualité sportive à présent, deuxième journée de la Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur enchaîne une deuxième victoire, 2-0 face au Stade de Mbour. Un succès qui le propulse à la première place au classement, terminé par les Mourois, Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Dakar Sacré-Cœur confirme son bon début de saison. Face au Stade de Mbour, DC a enregistré son deuxième succès en autant de journées de Ligue 1. Une victoire 2-0 grâce aux réalisations de Pape Amidou Dieng et d'Idrissa Gamara. C'est une équipe qui a joué contre nous, qui a mis de l'impact, qui n'a pas démérité. Ils ont su mettre deux ballons sur le poteau, mais par contre nous aussi on a su mettre aussi 2 ballons au fond sur 2 occasions qui nous étaient offertes. Ces 2 victoires, voilà, c'est venu dans le cours normal des choses. On a su profiter, comme on dit, des opportunités qu'on a saisies. Voilà. Et bien sûr, on est leader par le cours normal des choses, mais on essaiera aussi d'être mieux, même en étant leader ou en ayant une bonne position, on essaiera de faire mieux que ce qu'on a fait. Pour le Stade de Mbour, c'est un retard à l'allumage, 2 défaites, 0 but marqué, 4 encaissés, qui n'inquiète pour autant l'entraîneur. Et Dakar Sacré-Cœur est arrivé 2 fois dans nos vies et a marqué 2 buts. Je pense que si on résume ce match pour dire ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas marqué de buts et Dakar Sacré-Cœur a marqué de buts. Tout le monde a vu que sur le plan tactique, sur le plan technique et sur le plan physique, l'équipe a répondu. Et j'encourage, dans ce sens, j'encourage les... Mais sur le plan du comptable, c'est inquiétant parce que sur 6 points, tu prends 0 points. Bien sûr, c'est inquiétant, mais sur le plan du jeu et l'évolution de l'équipe, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfait, mais nous savons qu'on travaille, nous continuons à travailler pour rectifier le tir. Avec 6 points au compteur et 5 buts marqués, Dakar Sacré-Cœur mène un peloton de 4 équipes au même nombre de points en haut du classement, alors que les Mourois sont lanterne rouge. Sadibou, résultats et classements à retrouver sur notre site igfm.sn. Les Olympiades du Special Olympics Club Sénégal ont vécu ce week-end au stade Léopold Sédar Senghor. Des enfants déficients mentaux de 7 à 7 ans étaient en compétition. Voyons tout cela avec Iboukan et Amadou Ba. Special Olympics Sénégal se projette déjà à l'horizon 2023. Le temps d'un week-end, l'instance pour un sport inclusif a réuni 150 jeunes déficients, ce pour une consultation médicale et des Olympiades afin de préparer l'avenir. On a vraiment voulu consacrer ces 2 jours à nos athlètes du point de vue santé et du point de vue sportif. Hier, nous avons pu consulter plus de 337 personnes qui ont une déficience intellectuelle dans différentes disciplines médicales pour nous assurer de leur bon état de santé pour pouvoir pratiquer un sport de manière efficace et efficiente. Car quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas faire du sport. Donc aujourd'hui, nous voulons démontrer que nos tout-petits, qui sont âgés de 2 ans et demi à 7 ans, eux aussi sont impliqués dans les programmes sportifs et que nous avons un programme spécifique pour eux où on leur apprend à développer leurs aptitudes sportives, où on leur apprend la coordination, où on les prend en charge de manière globale du point de vue sportif pour les préparer à partir de 8-10 ans aux activités sportives telles qu'on les entend de manière générale. Les enfants se sont mesurés sur au moins 7 disciplines sportives, une manière de détecter de probables futurs champions. Là, nous avons commencé la préparation pour l'horizon 2023, où les prochains Jeux auront lieu en Allemagne. Donc chaque discipline est en train de se préparer pour pouvoir avoir un groupe solide qui va participer à la sélection nationale qui aura lieu d'ici quelques années. En lutte contre l'exclusion des enfants déficients mentaux de la société active à travers le sport, Special Olympics Sénégal enregistre de plus en plus d'adhérents un peu partout dans le pays. Super reportage Ebou, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Un point météo justement avant de se quitter. N'oubliez pas, si vous allez en mer, l'ANOCIM annonce une houle dangereuse et de fortes rafales de vent ce soir à partir de 23h. La situation va perdurer jusqu'à jeudi midi pratiquement sur toute la côte sénégalaise, grande comme petite. Prudence, prudence. La question du Sahel à présent avec Alioune Tine d'Africa Jom, c'est dans la dernière partie de Soir d'Info. Aram Touré avec Papa Abdoulaye Der.